Je vais commencer. Je m'appelle Clémentine Balin et je vais vous parler de la dyslipidémie. Je me suis basée sur les recommandations de 2019 qui sont les plus précises, mais qui ont été reprises récemment avec les dernières nouveautés. Alors, pour ce qui est de l'épidémiologie, actuellement, 23% des 18-74 ans ont un taux de LDL supérieur à 1,6 g par litre, avec une tendance à une baisse modérée de l'hypercholestérolémie, mais une augmentation de l'hypertriglycéridémie dans la population. À l'heure actuelle, un LDL élevé est à l'origine d'environ 230 000 hospitalisations et 23 000 décès par an. Il faut savoir que cette prévalence de l'hypercholestérolémie augmente avec l'âge et qu'à l'heure actuelle, il y a une grosse méconnaissance de notre part et de la part des patients, trop de patients qui ne sont pas traités ou même pas diagnostiqués, et surtout pour les formes familiales. Pour vous rendre compte un peu de la prévalence, donc dans la population, il y a quand même 50% de la population qui a un bilan lipidique normal, mais 30% qui ont une hypercholestérolémie pure, donc une augmentation isolée du LDL. 12% ont un taux bas isolé de HDL, 5% ont une dyslipidémie mixte, donc sur les triglycérides et sur les LDL, et 4% ont une hypertriglycéridémie pure. Alors, petit rappel de première année, je vous ai remis l'hypoprotéine. Donc, il y a les kilométrons, les VLDL, les IDL, les LDL, les HDL et la LP petit a. Alors, ce sont des molécules en fait, qui vont être faites de triglycérides et de cholestérol. Pour rappel, le cholestérol, il va servir pour faire les membranes cellulaires et pour les hormones stéroïdiennes, bon, en grosso modo. Et pour les triglycérides, c'est surtout une source d'énergie, un stockage plutôt à long terme. Euh, et on voit que sur ces lipoprotéines, il y a des apolipoprotéines qu'on appelle ApoB par exemple ou ApoA. Et on voit qu'elles sont réparties sur ces différentes lipoprotéines. Ce qu'il faut savoir, et ce qu'on sait actuellement, c'est que celles qui passent la cellule endothéliale, voilà, la membrane endothéliale est passée à ce niveau-là pour faire celles qui ont une taille inférieure à 70 nanomètres, donc les kilomicrons, ça passe pas, plutôt ces dernières, et celles qui ont une ApoB sur leur membrane. Donc c'est toutes celles-ci, sauf le HDL. Alors maintenant, comment rechercher la dyslipidémie? Les recommandations actuelles, c'est pour les hommes de plus de 40 ans ou les femmes de plus de 50 ans ou si elles sont ménopausées, s'il y a un facteur de risque cardiovasculaire ou un événement cardiovasculaire, si le patient a une pathologie ou prend un médicament qui induit une dyslipidémie secondaire, ou lors d'une enquête familiale devant une suspicion de dyslipidémie familiale chez un apparenté. Donc ça, c'est la première chose à faire quand vous rencontrez un bilan lipidique qui est perturbé. Il faut rechercher une dyslipidémie secondaire. Ce qui augmente les LDL, c'est l'hypothyroïdie, la cholestase, le syndrome néphrotique, la grossesse, surtout au troisième trimestre. Ce qui augmente les triglycérides, c'est l'insuffisance rénale chronique avec un DFG inférieur à 45, l'alcoolisme, l'obésité et syndrome métabolique, et le diabète. Après, il y a tout ce qui est cause iatrogène de dyslipidémie, et là, c'est les cyclosporines, les corticoïdes, les oestrogènes orales, les interférons alpha, les antirétroviraux, les neuroleptiques, les diurétiques thiazidiques, les bêta-glucans non sélectifs. Donc, dans ces cas-là, il faut faire un bilan de base qui est TSH, glycémie à jeun, créatinine, bilan hépatique, protéinurie pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. S'il n'y a pas d'anomalie, on se retrouve dans une dyslipidémie primaire. Alors, je vous ai remis ce beau tableau des ECN. Rappelez-vous, il y a 4 types de dyslipidémie. Donc, il y a la type 1. Là, c'est plutôt une hypertriglycéridémie exogène liée à l'alimentation. Donc, on a une grosse augmentation des triglycérides. Je passe directement à la type 3. Là, c'est hyperlipidémie mixte. Donc, on a une augmentation et du cholestérol total et des triglycérides qui sont très augmentés. La type 4, c'est l'hypertriglycéridémie endogène avec une augmentation des triglycérides là encore. Et la type 5, c'est type 1 plus type 4. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la type 2. Là, on a une augmentation des LDL. Donc, il y a la type A, hypercholestérolémie pure, où on n'aura que des LDL d'augmentés, pas les triglycérides. Et là, on a des causes monogéniques et des causes polygéniques, je reviendrai là-dessus. Puis, il y a l'hyperlipidémie mixte, qui est un type 2A plus un type 4, qu'on appelle l'hyperlipidémie combinée familiale. Je reviendrai aussi après là-dessus. Donc voilà, je vous ai fait le zoom sur cette type 2.
Donc comme je disais, la 2A, c'est tout ce qui c'est une hypercholestérolémie pure. Donc monogénique, ça veut dire que ça va être lié à une seule mutation. Ça touche quand même pas mal de personnes, une personne sur 200. C'est ce qu'on appelle, nous, l'hypercholestérolémie familiale. La mutation, la plupart du temps, dans 95% des cas, c'est sur le récepteur LDL, mais il y a d'autres récepteurs également. C'est une transmission autosomique dominante, ça veut dire que si quelqu'un est porteur, il a une chance sur deux de le transmettre à sa descendance. Et là, on a des formes hétérozygotes, qui est la plus fréquente, où on va avoir un LDL entre 2 et 4 grammes par litre et des événements cardiaques ou cardiovasculaires entre 55 et 60 ans. Et pour la forme homozygote, qui heureusement est très rare, on a un LDL autour de 6 à 10 grammes, des événements cardiovasculaires avant 20 ans et les décès avant 30 ans. Pour les mutations des autres gènes, c'est à peu près les mêmes tableaux cliniques. L'autre forme, c'est la forme polygénique. Donc, c'est celle-ci à ne pas confondre. Là, il n'y a pas d'hérédité familiale. C'est un LDL qui est autour de 1,3 et 2 grammes et qui va être en lien avec des erreurs de régime, enfin, qui est aggravé par des erreurs de régime et qui est à l'origine de complications tardives, donc qui est vraiment moins grave que cette forme-là. Et enfin, la 2B, c'est l'hyperlipidémie combinée familiale, donc augmentation et des LDL et des triglycérides. Ça, c'est la plus fréquente, celle qu'on voit le plus. C'est 1 à 2% de la population générale, qui est à l'origine de 10% des infarctus avant 60 ans. C'est une transmission, pour préciser, oligogénique et héréditaire non mendélienne. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à une seule mutation. Il n'y a vraiment pas ce terrain familial comme on peut avoir dans l'hypercol familial. Et c'est vraiment une interaction entre plusieurs gènes et l'environnement, puisqu'on remarque que cette perturbation du bilan hépatique lipidique va vraiment apparaître, notamment chez les gens qui ont un syndrome métabolique, ça va vraiment être prépondérant chez eux. C'est une révélation qui est assez tardive et plus précoce si on est obèse. Donc maintenant, j'ai vu que j'avais un LDL élevé chez mon patient et je vais me poser la question de quel est l'objectif pour lui, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Je vous ai remis ce tableau qui est un peu modifié, mais je vais le détailler. Donc, notre patient, on va le classer de bas risque à très haut risque. Donc, il y a certains patients qu'on va pouvoir classer immédiatement dans le tableau. C'est notamment ceux qui sont pour le très haut risque en prévention secondaire, mais également ceux pour qui on va découvrir une lésion à l'imagerie, notamment à la choro ou au choroscanner, c'est-à-dire des plaques significatives ou une atteinte pluritronculaire avec des sténoses à plus de 50%, ou au Doppler carotidien fémoral des plaques, ou alors un score calcique supérieur à 300. C'est également les diabétiques qui ont une atteinte d'organes cibles ou au moins 3 facteurs de risque cardiovasculaire majeurs. Ces facteurs de risque cardiovasculaire majeurs, c'est la dyslipidémie, l'HTA, le tabac et l'obésité. C'est également le diabétique de type 1 depuis plus de 20 ans. C'est l'insuffisance rénale sévère avec un DFG inférieur à 30. Et c'est l'hypercholestérolémie familiale avec un facteur de risque cardiovasculaire majeur ou en prévention secondaire. Ça, c'est sorti de quoi, Clémentine? C'est les nouvelles recos de 2025. C'est ça, okay. Ouais. Je reviendrai après sur le score, mais vous avez vu, là, il a été modifié. Parmi le haut risque, pareil, on va classer directement les patients en haut risque s'ils ont un cholestérol total supérieur à 3,1 grammes, s'ils ont un LDL supérieur à 1,9 ou s'ils ont une tension artérielle sévère. C'est également l'hypercholestérolémie familiale, mais sans facteur de risque cardiovasculaire majeur. C'est un diabétique, mais sans atteinte d'organes, mais présente depuis plus de 10 ans ou avec un facteur de risque cardiovasculaire, un DFG entre 30 et 59. Pour le risque modéré, c'est les patients jeunes diabétiques, c'est-à-dire inférieur à 35 ans pour un diabète de type 1, inférieur à 50 ans pour un diabète de type 2 sans facteur de risque cardiovasculaire. Bon, ça, en fait, il faut l'avoir dans sa poche sur son téléphone, hein, c'est un peu lourd, mais en fait, très rapidement, chez ces patients-là, il ne faut pas s'embêter, on arrive à les classer immédiatement. Pour les autres, il faut faire le score. Donc, je vais revenir là-dessus. Le score, vous le trouvez sur le site de l'ESC. Il faut remplir l'âge du patient, sa tension artérielle, son sexe, son cholestérol total, son taux de HDL et s'il est fumeur ou pas. En fonction de ça, vous allez avoir un pourcentage qui va sortir. Et c'est le pourcentage que je mets ici. Et vous voyez que la grosse nouveauté de 2025, c'est qu'ils ont changé un peu la fourchette qui est maintenant plus haute. Parce que c'est plus de 20% pour le très haut risque, alors qu'avant, c'était 10% si je dis pas de bêtises. Donc 19 pour haut risque, 2,9% pour risque modéré et bas risque, c'est inférieur à 2%. Et dans le petit algorithme qu'on avait fait sur l'hôpital, c'était un peu minoré ou majoré par l'âge, mais ça ne sort pas là. C'est pas fini, ouais. Ok. Je me spoil là. Donc c'est pas si simple, c'est notamment pour les risques modérés.
Pour cela, il va falloir regarder ce qu'on appelle les modificateurs de risque. Donc, c'est vraiment que dans cette catégorie-là. Ces modificateurs de risque, c'est s'il y a des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires prématurées, s'il y a une ethnicité à haut risque, notamment les Asiatiques du Sud, s'il y a des symptômes de stress, un stress chronique, une précarité sociale, l'obésité, la sédentarité, les troubles chroniques de médiation immunitaire ou inflammatoire, les troubles psychiatriques, la ménopause prématurée, la prééclampsie et tout trouble hypertendu lors de la grossesse, l'infection par le VIH, le SAOS ou une CRP constamment élevée à plus de 2 mg. Si on a un de ces facteurs, eh ben, on passe à haut risque, on passe de risque modéré à haut risque. Autre modificateur de risque, ça va être l'imagerie. Donc, ça va être l'écho-doppler des carotides et des artères fémorales et le coroscanner. Si on a des petites plaques au niveau du Doppler ou que le score calcique est supérieur à 100, là encore, on passe à haut risque. Et si on est à plus de 300, comme je l'avais dit sur mon premier tableau, on passe même à très haut risque. Dernier modificateur de risque, c'est la LP petit a. Donc en fait, pour vous rappeler, c'est un peu comme un LDL, hein, c'est une lipoprotéine qui va être faite de cholestérol et de triglycérides, qui va être entourée d'ApoB et qui, elle, va être liée à des, ils appellent ça des molécules autour, là, à ce niveau-là, des terminaisons qui sont plus ou moins longues. Et en fait, cette longueur, elle va être déterminée génétiquement et c'est ce qui va faire le taux de notre LPA. Donc, le taux de LPA, il est stable au cours de notre vie. À partir de 2 ans, on va tous avoir des taux différents, mais qui va être stable tout au cours de notre vie, qui peut augmenter légèrement après la ménopause. Donc, il faudrait le répéter si jamais la patiente était un peu limite avant la ménopause. Et il n'y aura pas besoin de le répéter ensuite. Les traitements, notamment les statines, ne vont pas modifier ce taux. Il y a des petites exceptions, c'est l'OH chronique et les traitements substitutifs de la ménopause qui peuvent l'augmenter un petit peu. Et la particularité de cette LPA, c'est qu'en plus de son caractère pro-athérogène, elle a une activité pro-inflammatoire et pro-thrombotique. Alors, quel est le seuil? Ce qui est retenu actuellement, alors on parle plutôt en milligrammes par décilitre, c'est 50. Au-delà de 50, on a une augmentation du risque cardiovasculaire en lien avec cette LP petit a qui est vraiment indépendant du taux de LDL. Entre 30 et 50, c'est la zone grise. À moins de 30, il n'y a pas de risque cardiovasculaire augmenté en lien avec cette LP petit a. Et donc, il faut vraiment comprendre que ce taux-là, il est complètement indépendant du LDL. Si le LDL est bas et qu'on a une LP petit a qui est augmentée, on a quand même un risque cardiovasculaire qui est augmenté. Et je vous ai précisé le 180, parce qu'en fait, c'est le seuil pour dire que c'est un risque cardiovasculaire qui équivaut à l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Donc, les études ont montré qu'une augmentation de la LP petit a supérieure à 50 va augmenter le nombre d'infarctus, le nombre d'insuffisances cardiaques, le nombre d'AVC, d'AOMI et aussi de calcification de l'aorte. Cette augmentation de la LP petit a entraîne une mortalité cardiovasculaire majorée de 50% et une augmentation de la mortalité de toute cause de 20%. Donc pareil, si on a un risque modéré et que la LP petit a est supérieure à 50, on passe à haut risque. Donc maintenant, on a réussi à classifier nos patients en différents risques. Donc je vous ai mis maintenant les objectifs chez ces patients-là. Risque faible, c'est inférieur à 1,16, c'est du 2B. Risque modéré inférieur à 1 g, c'est du 2A. Haut risque inférieur à 0,7 et réduction de plus de 50% du taux de LDL, c'est du grade 1. Et très haut risque, c'est inférieur à 0,55 g par litre et une réduction de plus de 50%. Il parle aussi, mais c'est du 2B, du risque extrême. Le risque extrême, c'est quand on a un second événement cardiovasculaire dans les 2 ans qui suivent le premier événement, alors qu'on était traité par statine. Et là, on a un objectif qui est inférieur à 0,4, mais ça reste du 2B. Et ce qu'il répète dans les recommandations, c'est que quel que soit le taux de LDL, la règle est plus il est bas, mieux c'est, sans seuil inférieur, mais il précise quand même au moins jusqu'à 0,38. Même s'il n'y a pas vraiment d'effet secondaire qui a été mis en évidence. Il faut vous dire que tant que vous êtes supérieur à 0,38, il ne faut pas rétrograder le traitement. Et bien l'expliquer aux patients parce qu'ils pensent souvent que dès qu'ils sont inférieurs au seuil, c'est bon, je peux baisser un peu le traitement, ce n'est pas l'idée. Donc maintenant, j'ai mon objectif et comment je vais traiter mon patient. Donc là, comme vous avez ici le niveau de risque de votre patient, le taux de cholestérol de nouveau qui apparaît,
Et en fonction, vous allez voir comment vous le traitez. Si vous êtes en vert, on dit plutôt règle hygiéno-diététique. Si vous êtes en rouge, c'est règle hygiéno-diététique plus traitement d'emblée. Si vous êtes en jaune, c'est là qu'il faut en discuter avec le patient. Est-ce qu'il y a vraiment pas de traitement? Est-ce que ça ne le dérange pas? Et surtout, vous pouvez prendre en compte les modificateurs de risque que j'ai cités tout à l'heure. S'il y en a, on va plus pousser à traiter. Ce qui précise également, c'est que chez les patients de 75 ans, il faut les traiter que s'ils sont à haut risque ou très haut risque par statine. Mais là, juste, toi, si tu pars d'un LDL à 1,6, que tu as un objectif en dessous de 0,5, que tu nous dis plutôt changer les règles hygiéno-diététiques, tu n'y arriveras jamais quand même. Le message, je trouve, en consulte, moi, j'ai déjà été confronté à ça, c'est impossible. Bah, tu vas leur dire votre objectif, c'est 0,7, si faites un peu plus de sport, et puis... Si jamais tu veux dire il a 1,6 de cholestérol, et que tu veux quel objectif? Bah, je sais Il pas, est par tombé à haut exemple, il risque, doit tu vas passer à essayer de 0,7, quoi. Ouais, mais tombé au risque. Bah, il y en a quand même Ah oui, ça, oui, et- Ouais. évidemment. Bah non, du coup, ils rentrent directement dans les diabétiques En dans. rouge, non? Ah, mais parce qu'ils sont directement dans le rouge, parce qu'ils sont à haut risque, parce qu'ils sont. Là, regarde le haut risque en dessous de 0,7, là. Si tu es à haut risque, en dessous là, tu veux dire que tu as. Là, tu vois, c'est les règles, mais ils sont à moins de 0,7 déjà, donc ils vont arriver très rapidement à 0,55. Et là, Ah oui, oui. là, nous, faut regarder, ça, c'est 0,7. Donc en fait, là, s'il est à zéro, il il a moins de 0,7 de base. Il a 0, et ben, si tu veux passer là, il va passer à 0,55. Non, attends. Si, c'est ça. Je pense que son objectif, c'est de passer à 0,7. Ouais, 0,7 et lui 0,55. Donc tu vois, lui, il est déjà à 0,7. Donc enfin, ce tableau, en général, nous, nos patients, ils sont plutôt là. Hein. Ils vont être à. Oui, pour là. Enfin, vraiment, les hauts risques que tu traites pas, il faut qu'ils soient déjà dans l'objectif, quoi. Donc, bon, pas trop de questions. Grosso modo, là, la question, c'est ceux qui sont à moins de 1 gramme et à haut risque, on peut leur laisser leur chance, quoi. Je vais revenir sur la polyprotéine B. Donc, je vous ai remis mon tableau des lipoprotéines initiales. Comme je vous avais dit, sur les membranes des lipoprotéines, il y a des apolipoprotéines, notamment l'ApoB, qui est, comme vous voyez, elle est vraiment sur toutes les lipoprotéines qui vont être à l'origine du dépôt de cholestérol, celles qui sont plus chargées en cholestérol. Et donc, ce taux d'ApoB qui va être vraiment un reflet direct du potentiel athérogène chez un patient. Et plus le taux est élevé, plus il est à risque de développer de l'athérosclérose. Alors, quand l'utiliser, ça c'est du grade 1 quand même, il faudrait le doser chez les patients qui ont une hypertriglycéridémie, qui ont un diabète, qui sont obèses, qui ont un syndrome métabolique ou qui ont un LDL très bas. Parce que dans ces circonstances, le taux de LDL peut sous-estimer la concentration totale de cholestérol transporté par le LDL, et plus important encore, peut sous-estimer la concentration totale de lipoprotéines contenant de l'ApoB et donc sous-estimer le risque cardiovasculaire. Et on sait que ces cas-là, il y a 20% de discordance entre LDL cholestérol et ApoB, donc on peut être faussement rassuré par le LDL alors qu'ils sont quand même à risque augmenté. Et si on poursuit même dans cette logique, il ne faudrait donc pas regarder le LDL chez eux, mais plutôt donc cet ApoB. Et s'ils sont à très haut risque cardiovasculaire, il faut qu'ils soient inférieurs à 0,65. S'il est à haut risque, inférieur à 0,8 et risque modéré, inférieur à 1. Il faut savoir que l'ApoB, on peut la doser à jeun ou pas à jeun. C'est quoi LDL très bas? Ils ne précisent pas le seuil, mais je pense que si tu as vraiment une discordance, si tu as une discordance d'un monsieur coronarien, après, du coup, il sera en prévention secondaire, mais moins de 1 gramme. Hein. Quand même, hein. Je suis pas sûr. En pratique. Bah là, on peut même pas le doser à l'hôpital. J'ai essayé de le doser, moi, et j'ai pas réussi. Les obèses diabétiques. En fait, ce qui voit une fertilité, c'est s'il y a des LDL très bas chez des patients qui sont a priori à risque. Là, il faudrait faire Ouais, sauf qu'en général, on a d'autres arguments. C'est ça qui est dommage. En général, on le dose a posteriori en disant bah, il a fait un SCA, je vais le doser quand même. C'est bizarre qu'il ait fait un SCA alors qu'il n'a pas de LDL. Tu vois, ton patient diabétique obèse, tu vas en consulte, je sais pas, tu as un LDL à statine à 0,5, tu lui dis, t'es rassuré, mais en fait, lui, typiquement, il faudrait lui faire la POB. Ouais. Et ça se fait en ville. Eh ben oui, je pense. Ouais.
Ok. Mais je sais pas si c'est J'ai jamais Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Et la Ouais. LPA aussi, Ouais. c'est 25 €. La LPA, je sais Ouais, que les l'étape combats où et la poubelle, Mais là, à l'hôpital, on peut même pas la doser, la Ouais. poubelle, j'ai l'impression. Faudrait qu'on revoie Gas. Mm. vous savez combien ça coûte à peu près, là Si c'est comme la LPA, 25, mais bon, on verra pour l'avenir, mais c'est vrai que c'est quand même du grade 1. Ouais. Maintenant, je vais revenir sur l'hypercholestérolémie familiale. Donc, comme je vous disais, c'est la type 2, la type 2A et la type 2B. Donc là, maintenant, je vraiment ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie familiale, c'est celle-ci, hein, c'est vraiment une mutation. C'est ce qu'on nous, on étudie, on traite avec tout ce qu'on appelle cause. Donc l'hypercol, c'est, il faut se rendre compte que 50 des hommes avant 50 ans et 30 des femmes avant 60 ans qui ont une hypercholestérolémie familiale non traitée présenteront un événement cardiovasculaire. Ils ont un risque cardiovasculaire qui est fois 10 par rapport à la population normale et indépendamment des autres facteurs de risque cardiovasculaire, mais traité précocement, le risque cardiovasculaire de ces patients se rapproche de celui de la population générale. Alors, quand y penser, il faut y penser en cas de maladie coronarienne précoce, des hommes de moins de 55 ans, des femmes inférieures à 60 ans, avec antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires prématurées, des familles qui ont des xanthomes tendineux, un LDL supérieur à 1,9 g par litre chez l'adulte ou supérieur à 1,5 g/litre, 1 g/litre chez l'enfant, ou s'il y a un antécédent familial au premier degré d'hypercholestérolémie familiale. Dans ces cas-là, on va calculer le Dutch score. Je vous l'ai mis ici, on le trouve sur internet et en fait, il va reprendre, il va permettre de faire le diagnostic clinique, de la maladie. Il y a des antécédents familiaux qui sont de maladies coronariennes, de LDL augmenté ou de xanthome tendineux. Il y a une partie personnelle sur les antécédents coronariens ou d'AOMI ou d'AVC. Il y a l'examen clinique avec l'exanthome tendineux, l'arc cornéen avant 45 ans, le taux de LDL et rentre là-dedans aussi si on a une mutation, génétique. Donc, il faut vraiment se rendre compte que c'est un diagnostic qui est quand même clinique. En fait, grâce à ce score-là, on va avoir une probabilité de diagnostic improbable, possible, probable ou certaine. Donc, nous, on retient quand on est supérieur à 6 le diagnostic. Donc, les recos disent bien en grade 1 que c'est des critères cliniques, mais que, idéalement, si c'est possible, il faut quand même le confirmer par génétique et déterminer quelle est la mutation génétique. Donc nous, actuellement, à Annecy, on lance la génétique si le Dutch est supérieur à plus de 6, qui est envoyé ensuite à Lyon. Il faut se dire qu'on a 6 mois de délai entre le moment où on l'envoie et le moment où on aura les résultats, mais on ne va pas attendre ça pour traiter nos patients. Donc maintenant, l'objectif pour eux, si c'est juste une hypercol isolée, donc il n'y a pas d'autres facteurs de risque, l'objectif c'est inférieur à 0,7 g par litre. Et si il y a une maladie cardiovasculaire, donc on est en prévention secondaire, c'est du type 1, là on est inférieur à 0,55, mais c'est comme tous les patients. S'il y a un facteur de risque majeur, c'est du 2A, on passe aussi inférieur à 0,55 g par litre. Donc on est quand même assez strict. Ce qu'il faut noter chez ces patients, c'est que le score calcique est très faible chez eux, pour les patients de moins de 45 ans, même les formes homozygotes, donc qui sont vraiment peu spécifiques dans cette population, il ne faut pas trop l'utiliser, on peut se tromper. Donc, une fois qu'on a diagnostiqué notre patient, on va se poser la question de la famille, puisque comme je vous le disais, il y a une transmission, on a une chance sur deux de le transmettre à sa descendance. Et en général, le taux de LDL de la famille suffit à faire le diagnostic. Mais pareil, il est recommandé que si jamais, notamment, on a la mutation dans la famille, il faut aller rechercher par les tests génétiques les mutations chez l'enfant ou la sœur. Mais globalement, juste avec le taux de LDL, c'est pour ça qu'on a vraiment ce travail-là de donner des bilans biologiques à toute la famille pour voir qui est atteint. Et s'il y a un bilan qui est normal, strictement normal, c'est qu'il n'est pas atteint. C'est vraiment de naissance, il va avoir un taux très élevé. Puis, si il est augmenté, il n'y a pas de doute, mais il y a des zones grises, et là, la génétique va nous aider un peu. Donc la grande question et la grande difficulté, c'est les enfants. Nous, on les dépiste par un bilan lipidique à partir de 5 ans, voire avant s'il y a une suspicion de forme homozygote. Le seuil diagnostique, donc là, c'est là où je vais regarder le cholestérol des enfants. S'il est supérieur à on va avoir le diagnostic s'il est supérieur à 1,6 g par litre. S'il y a un antécédent familial d'hypercholestérolémie familiale
ou de coronariopathie prématurée. Et on pourra même descendre jusqu'à 1,3 g par litre si les parents ont une anomalie génétique connue. Et quand cela est possible, ce que je disais, la génétique est recommandée même chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire chez les enfants? C'est du 2A. Il faut qu'ils soient éduqués à adopter une alimentation adaptée et à être traités par statine dès l'âge de 10 ans. Donc après, c'est un peu selon chaque enfant et sa maturité. L'objectif de LDL avant 10 ans, c'est une réduction de 50% du taux de LDL cholestérol. Après 10 ans, c'est inférieur à 1,35 g par litre. Et on sait vraiment que ce qui va sauver ces enfants, c'est d'avoir un traitement précoce qui va réduire la charge de LDL et améliorer la fonction endothéliale et donc atténuer le développement de l'athérosclérose et améliorer le pronostic coronarien. Et même, ils vont pouvoir avoir un pronostic qui va rejoindre les gens de la population générale. L'évaluation, ça, c'est pas très codifié. Ils n'en parlent pas dans les recos, mais je vous ai mis un peu ce qu'on fait ici. Excusez-moi pour la faute de frappe. On fait un Doppler des TSA des membres inférieurs à partir après 2 ans, 12 ans. Surtout si jamais ils commencent à. C'est assez rare quand même qu'ils développent des plaques ou quoi, mais ça sera répété. Et ça, je pense que les ingénieurs en parleront mieux que moi. Mais si jamais ça apparaît, ça va nous motiver à être encore plus strict chez ces enfants parce que c'est pas évident de les traiter, mais c'est des arguments de plus. Là, je vous ai parlé du coroscanner et non du score calcique. Comme je vous disais, le score calcique, il n'est pas très sensible chez ces patients-là. Donc plutôt coroscanner d'emblée, même s'il n'y a pas de symptômes, après 40 ans. Et on préconise plutôt un suivi cardiologique après 40 ans. Petit aparté sur la type 2B, l'hyperlipidémie combinée familiale. Donc là, on a une augmentation et du LDL et des triglycérides. Donc c'est la plus fréquente, 1 à 2 % de la population, 10 % des scans moins de 60 ans. Et c'est celle-ci qu'on voit le plus souvent en consultation. Il faut les traiter. Ils ont pas de cause génétique. On n'a pas de génétique à faire parce c'est de multiples gènes. C'est des gens, voilà, c'est eux qu'on dit, ils n'ont pas de chance, ils font plus de cholestérol que les autres. Même si c'est quand même intriqué avec le syndrome métabolique. Donc les règles hygiéno-diététiques sont très importantes chez eux. Petite parenthèse sur l'hypertriglycéridémie, on sait que le taux de triglycérides est associé au risque cardiovasculaire indépendamment du taux de LDL cholestérol. Le traitement, c'est surtout le mode de vie. C'est une perte de poids, c'est l'exercice physique, les règles hygiéno-diététiques. Le traitement, en première intention, c'est la statine. Et en grade 1, chez nos patients, il faut les traiter si ils sont à haut risque ou très haut risque. Et si les triglycérides sont supérieurs à 2 grammes, il y a une indication d'emblée de statine. Et là, c'est un peu moins connu, moi, c'est des traitements que je ne connais pas, mais il y a l'icosapent éthyle qui va être mis en place chez les patients à haut risque et très haut risque, qui ont un taux de triglycérides entre 1,35 et 4,99. Et on a encore un autre traitement pour les cas plus graves, mais en pratique, on ne voit pas souvent. Je vais vous citer les cas particuliers qui ont été cités dans les recommandations. C'est l'insuffisant rénal. Donc, comme je vous le disais dans mon premier tableau, c'est des gens qu'on va pouvoir grader immédiatement. Stade 3, c'est un risque élevé. Stade 4, 5 ou dialysé très élevé. Et ce qu'il faut noter, ce qui est précis, c'est que chez le dialysé, il y a une indication de statine qu'en prévention secondaire. En prévention primaire, peu importe le taux de cholestérol, peu importe le risque, il n'y a pas d'indication de statine. Pour le greffé rénal, il faut le considérer comme un risque très élevé. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est des patients qui ont des immunosuppresseurs, notamment la cyclosporine et le tacrolimus, qui vont interférer avec les statines, toutes les statines, en augmentant leur concentration, mais un petit peu moins pour la fluvastatine, le pravastatine et la rosuvastatine. Donc, c'est les statines qu'il faut préférer chez les greffés rénales. Autre cas particulier, c'est le VIH. C'est vrai que nous, on en voit de plus en plus en consultation, on nous les envoie. Et c'est vrai que le risque est 2 fois plus élevé que la population générale, du fait de l'inflammation chronique, du fait de l'activation immunitaire, du fait des dyslipidémies secondaires aux antirétroviraux, et puis du fait des facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels. Et c'est vrai que les recommandations sont assez nettes là-dessus. C'est du grade 1, qu'un patient VIH de plus de 40 ans, peu importe son risque cardiovasculaire, peu importe son taux de LDL, il doit avoir une statine. Là encore, attention aux interactions médicamenteuses avec les antirétroviraux qui vont interagir avec nos statines. Et enfin, les anthracyclines, c'est du 2A. Il faut envisager une statine chez les patients à haut ou très haut risque de développer une toxicité cardiovasculaire liée à la chimiothérapie afin de réduire le risque de dysfonction cardiaque. Maintenant, comment on traite notre patient? Alors déjà, pour confirmer cette dyslipidémie, il faut en théorie avoir fait 2 mesures entre 1 à 12 semaines d'intervalle, sauf si on est en prévention secondaire ou à très haut risque, où là, il faut traiter d'emblée.
Et là, il y a toujours, il n'y a pas de doute, en première attention, c'est les statines, plus ou moins les étinibes. Alors la statine, on la connaît, elle inhibe de manière compétitive l'enzyme HMG-CoA réductase en limitant la synthèse de cholestérol. Elle baisse de 23% les événements cardiovasculaires majeurs à 5 ans par baisse de 0,38 g par litre, et ce, quel que soit le taux initial de cholestérol. Elle baisse également le taux de triglycérides de 10 à 20%, et notamment l'effet est plus marqué pour le Taor et le Crestor, et a un effet marginal sur le taux de LP petit a. Donc là, je vous ai remis un tableau qui est assez pratique pour être un peu plus efficace. Vous avez le LDL initial du patient, le pourcentage de baisse visée, et en fonction, on vous met la molécule qu'il faut utiliser. Les effets secondaires, on commence à les connaître. Il y a les SAMS, les symptômes musculaires associés aux statines, sans élévation des CPK. Ça touche entre 10 et 15% des patients. Dans ces cas-là, il faut envisager de changer de statine ou même faire des prises alternatives, c'est-à-dire 1 jour sur 2 ou même 2 fois par semaine, par contre de statines fortes, Crestor ou Taor. Il y a une légère élévation des ALAT chez 0,5 à 2% des patients à la phase, les premières semaines après l'introduction, qui est attendue, notamment sous Crestor et Taor ou forte dose. Et on dit qu'il y a une augmentation significative à plus de 3 fois la normale, mais je vais revenir dessus. On a un léger risque de diabète de type 2, mais surtout chez des patients âgés, en surpoids, résistants à l'insuline ou sous Crestor, Taor. Mais ce qui a été montré dans les études, c'est que la réduction du risque cardiovasculaire en lien avec la statine est largement plus nette, prédomine sur ce risque de diabète de type 2. Et il faut noter que, je pense que nous, on ne le fait pas trop, on a tendance un peu à bourriner, peu importe le patient, mais chez les insuffisants rénales sévères ou à risque d'interaction, il faut augmenter progressivement la dose. On pourra augmenter la grosse dose, mais il faut y aller, faut commencer par une mi-dose, puis augmenter progressivement en vérifiant les effets secondaires. Les médicaments qui interagissent avec les statines, ils sont là, mais je vous ai mis en rouge surtout ceux qu'on utilise nous en cardio, enfin qu'on peut voir passer, les antagonistes du calcium, verapamil, diltiazem, amlodipine. Là réapparaît la cyclosporine, l'amiodarone, il faut se méfier parce que quand même on a beaucoup de patients qui associent cordarone et statine. Et puis je vous ai remis les antirétroviraux pour le VIH. La surveillance. Donc, on fait un contrôle du bilan lipidique à 8 semaines de l'introduction et après chaque modification. Une fois qu'on est à la cible, c'est un contrôle annuel. Le dosage des ALAT, c'est avant le traitement et puis on le refait, comme je disais, à 8 à 12 semaines après l'introduction et pas avant parce que sinon vous allez avoir une modification, une légère augmentation, vous n'allez pas savoir quoi en faire, donc faut pas être trop pressé pour doser les ALAT. Pas de contrôle systématique ensuite. Là, je vous ai mis en fonction du taux. Si c'est à moins 3 fois la normale, on peut continuer le traitement et vérifier le bilan dans 4 à 6 semaines. Si c'est à 3 fois la normale, on stoppe le traitement ou on diminue la dose et on vérifie à 4 à 6 semaines. À 4 à 6 semaines, si c'est normalisé, on peut réintroduire de façon prudente, 1 jour sur 2, ou baisser la dose, ou changer de statine. Si les ALAT restent élevés, là, il faut chercher autre chose, parce que normalement, il est censé se normaliser le bilan. Les CPK, pareil, on dose avant le traitement, ça je pense qu'on ne le fait pas systématiquement, mais on devrait le faire. Et s'ils sont à 4 fois la normale, il ne faut pas débuter le traitement, il faut recontrôler. En théorie, il n'y a pas de surveillance systématique, hors plainte, myalgie. Si c'est des patients de plus de 80 ans fragiles avec des comorbidités, s'il y a déjà eu des antécédents de symptômes musculaires, ou s'ils reçoivent des traitements qui interagissent avec la statine. Donc là, je vous ai remis aussi la conduite à tenir. Enfin, ça, c'est une diapo qu'il faut prendre en photo parce que on ne peut pas retenir ça comme ça, mais à plus de 10 fois la normale, on arrête le traitement. Il faut vérifier que le rein n'a pas été atteint par ça. Et on fait une surveillance des CK toutes les 2 semaines. Entre 4 et 10 fois la normale, s'il est asymptomatique, on poursuit le traitement et on redose entre 2 et 6 semaines. S'il y a des symptômes, on arrête le traitement et on surveille la normalisation des CK, puis on reprend à plus faible dose. Et pour les CK inférieurs à 4 fois la normale asymptomatique, on poursuit, on contrôle. Et s'il y a des symptômes, il faut qu'on suive régulièrement ces symptômes, voir si vraiment ils sont en lien avec le traitement. Et si ça persiste, changer de statine ou faire le schéma 1 jour sur 2 ou 2 fois par semaine de statine forte. Et il faut y penser, il faut contrôler l'HbA1c, notamment chez les patients qui sont à haut risque de diabète, les personnes âgées, les syndromes métaboliques, les obèses, les résistants à l'insuline, et notamment aussi pour les statines à forte dose. Bon, là, je ne vais rien vous apprendre, mais ils l'ont remis en 2025, qu'il est recommandé en grade 1 chez un patient qui fait un syndrome coronarien aigu qui est déjà sous statine, d'augmenter la dose en aigu.
Et c'est du 2A, ça on le fait aussi assez rapidement. Si on sait que le patient il ne sera pas à l'objectif sous statine pleine dose, on peut introduire immédiatement les étinibes à la phase aiguë de l'infarctus. Maintenant, les étinibes, il inhibe l'absorption intestinale du cholestérol alimentaire et biliaire. Il baisse le cholestérol entre 15 à 22% selon les personnes et lui n'a pas de risque de diabète. Je vais vous parler maintenant des anti-PCSK9. Leur effet, c'est de réduire l'expression du LDL récepteur. Il faut savoir que la statine augmente le taux sanguin d'anti-PCSK9, c'est pour ça qu'il y a une vraie synergie entre les deux et c'est pour ça qu'il faut que les deux soient prescrits ensemble et qui va être à l'origine d'une baisse des triglycérides, une augmentation des HDL et lui, par contre, va avoir une baisse du taux de LP petit a. Les effets secondaires les plus communs, c'est une simple démangeaison au niveau du site d'injection et des symptômes pseudo-grippaux. Là, je vous ai remis les recommandations ESC. Donc, ce n'est pas ce qu'on fait nous actuellement, mais là, c'est vraiment au niveau européen, les recommandations pour ce traitement-là. En 2B, un patient à très haut risque en prévention primaire qui n'est pas dans les cibles peut avoir droit à l'anti-PCSK9. C'est du grade 1 cette fois, dans l'hypercholestérolémie familiale à très haut risque, donc avec un facteur de risque cardiovasculaire majeur, qui n'est pas dans les cibles avec la dose maximale de statine ou des désinhibes, il pourrait avoir le droit aux anti-PSK9. Cette fois, c'est du 2B. Si c'est un traitement de base par statine n'est pas toléré chez n'importe quel patient, alors qu'on voulait le traiter, on peut ajouter on peut mettre un anti-PCSK9 et l'ajouter à l'ésitinib. Et en prévention secondaire, c'est du grade 1. Si on n'est pas dans les cibles, donc normalement 0,55, on pourrait mettre l'anti-PSK9 directement. Alors, en pratique, je vous ai remis parce que Repata et Praluent n'ont pas les mêmes indications. Et ben, c'est pas trop ça en pratique. Parce que nous, actuellement, en prévention secondaire, on peut le mettre, en effet, si on n'est pas contrôlé. Mais si pas contrôlé, ça veut dire un LDL supérieur à 0,7. Donc, entre 0,55 et 0,7, ben, on est un peu peiné. Et pour les cholestérolémies familiales hétérozygotes, alors en effet, on peut chez le patient qui a très haut risque cardiovasculaire, mais seulement s'il serait éligible à une LDL aphérèse, donc des patients avec des taux de cholestérol très élevés, donc c'est pas souvent eux qu'on voit, donc pareil, on est assez embêté. Il y a un peu plus de chance pour les enfants. Donc ça, c'est la particularité du Repata. On peut le mettre chez les 10-18 ans qui ne sont pas l'objectif dans l'hypercol familial. Qui reste supérieur à 1,3, mais en pratique, les enfants, ils sont quand même rarement à plus de 1,3 sous TAOR, plus ces équilibres. En général, ils ont des petites doses, ça suffit. Donc voilà pour comparer. Nous, en fait, on arrive à respecter, grosso modo, que la prévention secondaire. Pour le Praluent, c'est pareil, c'est les mêmes indications, sauf que lui, en plus, on ne peut pas le mettre dans l'hypercol chez l'enfant, il n'a pas d'indication. Donc pareil, que dans prévention secondaire pour respecter les recommandations. Là, c'est pour faire un peu une ouverture. C'est un nouveau traitement qu'on appelle l'acide bambétoïque qui est remboursé depuis cette année. Il a comme effet d'inhiber la synthèse du cholestérol, de réduire le taux de LDL de 20% et il n'augmente pas le risque de diabète. Il a moins d'effets aussi musculaires. C'est une prise Péros, 180 mg par jour. Selon les ROCO-SC, un patient qui ne peut pas recevoir de statine parce qu'il est contre-indiqué ou intolérant et qui n'est pas dans un objectif en fonction de son risque, il pourrait y avoir droit. C'est du grade 1. Et chez les patients à haut ou très haut risque non à l'objectif sous statine, plus ou moins ézetidine, on pourrait là le rajouter en troisième ligne pour être à l'objectif. Actuellement, le remboursement selon l'HAS, c'est pour les patients à haut risque ou très haut risque qui ne sont pas à la cible sous statine ou contre-indiqués. Et les patients en prévention secondaire qui sont pareil, pas à la cible sous statine ou ézetimibe, on pourrait le mettre en troisième intention. Un autre anti-PSK9 qui arrive sur le marché, c'est l'Ancliciran, depuis cette année aussi, qui est remboursé, mais uniquement en prévention primaire dans l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, chez un patient qui n'est pas à l'objectif sous statine et ézetimibe ou qui a une intolérance aux statines, mais actuellement, il n'est pas remboursé en prévention secondaire. Ils attendent les études qui vont sortir, je crois, en 2026 pour voir si il aura sa place dans cette indication. Les règles hygiéno-diététiques, je vous les ai remises là. Je ne vais pas vous les décrire parce que ça serait un peu trop long, mais vous pouvez le reprendre sur le diaporama. Un petit mot sur la grossesse. S'il y a un projet de grossesse, il faut arrêter la statine, arrêter les étinibes, arrêter les anti-PSK9, car on ne connaît pas les effets. Et ça, il faut l'arrêter jusqu'à la fin de l'allaitement. Et enfin, je termine avec le HDL, le fameux bon cholestérol.
Il faut le dire à nos patients parce que souvent c'est mal, on pense que le HDL peut tout excuser, mais actuellement, aucun essai randomisé ni aucune preuve génétique suggère qu'une augmentation du taux plasmatique de HDL réduit le risque de maladie cardiovasculaire. Et on ignore si les traitements modifiant la fonction des particules de HDL réduisent le risque de maladie cardiovasculaire, notamment les anti-PCSK9. Merci.